Bonjour à tous, dans cette vidéo, on s'intéresse à une application qui est définie sur l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n et qui a un polynôme du coup de degré inférieur ou égal à n associé à un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 qui est donné par on calcule p de 1, donc la valeur du polynôme en 1, on multiplie ça par x et on calcule p de 0 et on multiplie ça par x au carré moins 4. On nous demande de montrer que f est linéaire et de trouver les dimensions de son noyau et de son image. Alors commençons. Pourquoi est-ce que f est linéaire? Alors, pour montrer que f est linéaire, il nous faut deux vecteurs de l'espace de départ, donc deux polynômes ici, P1 et P2. Et il nous faut aussi un scalaire lambda. Et il faut qu'on montre que si je calcule f de P1 plus lambda P2, il faudrait que ça fasse f de P1 d'un côté plus lambda fois f de P2 d'un autre côté. Maintenant, f de P1 plus lambda P2, donc P1 plus lambda P2, c'est un polynôme. Je l'applique en 1 et je multiplie ça par x. Et je calcule aussi P1 plus lambda P2 de 0. Et je multiplie ça par x au carré moins 4. Maintenant, du coup, P1 plus lambda P2 de 1, c'est P1 de 1 plus lambda fois P2 de 1. Et je multiplie ça par x. De même, P1 plus lambda P2 de 0, c'est P1 de 0 plus lambda fois P2 de 0. Et je multiplie ça par x au carré moins 4. Et là, on peut développer ce produit. Là, on obtient P1 de 1 fois x plus lambda fois P2 de 1 fois x. X, voilà. Plus P1 de 0 fois x au carré moins 4. Plus, je vais prendre un tout petit peu plus de place que ça, lambda P2 de 0 fois x au carré moins 4. Maintenant, si on réunit tous les termes où il y a des P1 et tous les termes où il y a des P2 d'autre part, on obtient P1 de 1 fois x plus P1 de 0 fois x au carré moins 4 d'un côté. Et les deux autres termes, ceux où il y a des P2, on voit qu'on peut mettre un lambda en facteur et on obtient lambda facteur 2 P2 de 1 fois x plus P2 de 0 fois x au carré moins 4. Et ça, c'est bien égal à f de P1, ça c'est f de P1, la première parenthèse, plus lambda fois f de P2. Donc, f est une application linéaire de Rn de x dans R2 de x. Regardons maintenant son noyau. Donc le noyau de f, c'est l'ensemble des polynômes de l'espace de départ de Rn de x pour lesquels f de p, ça fait 0. Ça fait le polynôme nul de degré inférieur ou égal à 2. Ça fait le polynôme nul. Alors, du coup, si je prends un polynôme p de degré inférieur ou égal à n, il appartient donc à ker f
si et seulement si f de p, c'est le polynôme nul. Et f de p, c'est le polynôme p de 1 fois x plus p de 0 fois x au carré moins 4. Donc en fait, c'est un polynôme de degré 2, son coefficient de degré 2, c'est p de 0, son coefficient de degré 1, c'est p de 1, et son coefficient constant, c'est moins 4p de 0. Et la question, c'est quels sont les polynômes p pour lesquels ça fait le polynôme nul. Alors, un polynôme, il est égal au polynôme nul si et seulement si, tous ses coefficients sont nuls. Du coup, ici, mince, excusez-moi, je me suis trompée, voilà. Pardon, j'ai perdu la fenêtre de vue. Alors, ce polynôme-là, il est nul, il est égal au polynôme nul si et seulement si, du coup, p de 0 égale 0 et p de 1 égale 0. Un polynôme est égal au polynôme nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Puis on a aussi moins 4 p de 0 égale 0, mais ça nous dit juste que p de 0 égale 0, et on le sait déjà. Un polynôme est égal au polynôme nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Alors qu'est-ce que ça nous apprend sur ce polynôme qui soit égal à 0 en 0 et en 1 ? Déjà, un truc qu'on peut remarquer, c'est que si p, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1, donc soit une fonction affine, soit un polynôme constant, il ne peut pas avoir deux racines 0 et 1 sans être nul. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que si n égale 0 ou n égale 1, si le degré maximal dans l'espace de départ, c'est 0 ou 1, du coup, p de x, c'est un polynôme du type ax plus b, et dans ce cas-là, il ne peut pas s'annuler à la fois en 0 et en 1, sauf s'il est nul. Donc si n égale 0 ou n égale 1, le degré de p est inférieur ou égal à 1. Donc si p est non nul, alors p a au maximum une racine. Donc par contraposé, si p de 0 égale p de 1 égale 0, alors p a deux racines. Donc p est nul. Donc, dans ce cas, si n égale 0 ou n égale 1, ker f, c'est juste le polynôme nul. Maintenant, si n est supérieur ou égal à 2, donc si n c'est un polynôme de degré au moins 2,
du coup, il est de cette forme-là, A0 plus A1 fois x, et il y a au moins un coefficient après. Et ensuite, ça continue jusqu'au degré n. Et dans ce cas-là, P de 0, bah, du coup, c'est A0, et P de 1, c'est A0 plus A1 plus A2 fois 1 au carré, donc plus A2, etc., jusqu'à AN. Donc du coup, si on reprend notre système juste avant, là, P, il appartient à ker F, si et seulement si A0 égale 0, et d'autre part, la somme de tous les coefficients fait aussi 0. Puisqu'on a dit, un polynôme P, il appartient à ker F si et seulement si P de 0 égale 0 et P de 1 égale 0. Donc ça revient à dire A0 égale 0, donc on peut l'enlever sur la ligne au-dessous. Et du coup, on se retrouve avec... Donc A0, il est décidé, et en dessous, on va pouvoir exprimer, par exemple, A1 en fonction de A2, A3, s'il existe, jusqu'à AN. C'est possible qu'il y ait juste A2 ici, hein, si n est égal à 2, A2, A3 si n égale 3, et ainsi de suite. Donc le polynôme P, quelle tête il a du coup? Le polynôme P, du coup, A0 fait 0, et il est égal à moins A2, moins A3, moins patati patata, moins AN fois X, puisque A1 est égal à moins A2, moins A3, patati patata, moins N, plus A2X2, plus A3X3, s'il y a A3, hein, je ne sais pas, plus ANXN. Et les AI, pour I entre 2 et N, peuvent prendre n'importe quelle valeur. Donc du coup, P de X, on voit qu'il est égal à A2 fois X au carré moins 1, pardon, A2X, donc c'est X au carré moins X, pardon, puisque ici il y a un X, plus A3 fois X au cube moins X, jusqu'à AN fois X puissance N moins X. Donc en fait, P, il est dans le noyau de F s'il est combinaison linéaire de ces vecteurs x au carré moins x, x3 moins x, jusqu'à xn moins x. Donc le noyau de F, dans ce cas-là, est engendré par les vecteurs x au carré moins x au cube moins x, etc., etc., xn moins x. Du coup, ça c'est une famille génératrice de ker F. On va vérifier qu'elle est libre. Ah oui, c'est bon, le crayon là. Donc, la famille x2 moins x, x3 moins x, etc. xn moins x engendre ker F. Et il faut qu'on vérifie si c'est une famille libre. Pour ça, du coup, il va me falloir... Alors, combien j'en ai là des... Donc, je vais prendre lambda 2, patati patata, jusqu'à lambda n. Ou plutôt, lambda 1 jusqu'à lambda n-1, parce que du coup, là, j'ai n-1 vecteurs entre x2 et moins x et xn moins x. Et je suppose que lambda 1 fois x2 moins x, plus lambda 2 fois x3 moins x,
plus etc., plus lambda n-1 fois xn-x est égal au polynôme nul. Et ça revient à dire que moins lambda 1, moins lambda 2, patati patata, moins lambda n-1 fois x, ça c'est le coefficient devant le x, plus lambda 1 x2, plus lambda 2 x3, plus etc. jusqu'à lambda n-1 x puissance n. Est égal au polynôme nul, et on a dit que pour qu'un polynôme soit égal au polynôme nul, il faut que tous ses coefs soient nuls. Et ici, les coefficients, du coup, c'est moins lambda 1, moins lambda 2 jusqu'à moins lambda n-1, il faut que ça fasse 0. Lambda 1 doit être égal à 0, lambda 2 doit être égal à 0, et jusqu'au dernier, lambda n-1 doit être égal à 0. Donc en fait, pour résumer, tous les lambdas, il faut qu'ils fassent 0. Donc la famille est libre. Et c'est donc une base de car f. Et du coup, on peut en déduire la dimension de car f, comme on nous avait demandé. La dimension de car f, au final, c'est à 0 si n est inférieur ou égal à 1, comme on a vu plus haut. Et sinon, c'est le cardinal de cette famille, et dans cette famille, il y a n-1 vecteurs. Donc ça fait n-1 si n est supérieur ou égal à 2. Alors de là, on peut en déduire... Alors il faut qu'on trouve la dimension de l'image de f. Donc là, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Avec le théorème du rang, déjà. Donc par le théorème du rang, la dimension de l'espace de départ, Rn de x, est égale à la dimension du noyau de f plus la dimension de l'image de f. Donc la dimension de l'image de f, elle est égale à la dimension de Rn de x moins la dimension du noyau de f. La dimension de Rn de x, c'est n plus 1. Donc si n égale 0, on obtient 1 moins 0 si n égale 0. On obtient 2 moins 0 si n égale 1. Parce que dans ce cas, la dimension du noyau, c'est 0 et n plus 1, ça fait 2. Et maintenant, si n est supérieur ou égal à 2, du coup on a n plus 1 moins n moins 1. Ce qui nous fait 2 aussi, si n est supérieur ou égal à 2. Donc en fait, la dimension de l'image, c'est 1 si n égale 0, et sinon c'est 2. Une autre méthode, méthode 2,
on peut remarquer que pour tout P dans Rn de x, P de 0 et P de 1, c'est des réels. P de 0, c'est la valeur que prend le polynôme en 0. P de 1 aussi. Donc pour tout P dans Rn de x, en fait, f de P, c'est une combinaison linéaire de x et du polynôme x de moins 4. C'est un scalaire fois x plus un autre scalaire fois x de moins 4. Donc ça appartient à vect x de moins 4. Donc l'image de f, qui est égale à l'ensemble de tous les f de p pour tous les p dans Rn de x, elle est incluse dans le sous-espace vectoriel engendré par x et x de moins 4. D'un autre côté, si je prends alors, il faut que n soit supérieur ou égal à 1. Si n est supérieur ou égal à 1, en prenant p de x égale à 1 moins x, dans ce cas-là, c'est un polynôme qui appartient à Rn de x, puisque Rn de x, il contient les polynômes de degré inférieur ou égal à n, donc en particulier, si n égale 1, il contient celui-là. On trouve f de p égale p de 0 qui fait 1 fois x, plus p de 1 qui fait 0 fois x au carré moins 4. Donc x, il appartient à l'image de f. Et si je prends p de x égale x, on trouve f de p égale p de 0 qui fait 0 plus p de 1 qui fait 1 fois x au carré moins 4. Donc x au carré moins 4 appartient à imf. Et donc le sous-espace vectoriel engendré par x et x au carré moins 4, il est inclus dans imf. Si un sous-espace vectoriel comme imf contient deux vecteurs, il contient aussi toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Donc imf est engendré par x au carré moins 4. Et x au carré moins 4, c'est une base, c'est une famille libre parce que c'est deux polynômes qui ne sont pas proportionnels l'un à l'autre. Donc c'est une base de imf. Et donc, imf, et donc la dimension de imf, pardon, c'est 2. Si n est supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est une autre façon de répondre à la question dans le cas où n est supérieur ou égal à 1. Je suis bête, j'avais mis n supérieur ou égal à 2 dans l'énoncé. Donc en fait, même le cas n égale 1, on n'était pas obligé de le traiter, excusez-moi. Bon, du coup, ici, il faut juste garder les cas où n est plus grand que 2, finalement. Une autre méthode, donc
dont on a déjà parlé dans l'exercice 2, c'est d'utiliser l'image d'une famille génératrice par exemple une base, et typiquement la base canonique. Si on a une famille génératrice de l'espace de départ, alors l'image de f, elle est engendrée par f de P0, f de P1, jusqu'à f de Pn. Maintenant, si on calcule f de P0, donc P0 c'est le polynôme constant égal à 1. Le polynôme constant égal à 1, en 0 il vaut 1, en 1 il vaut 1. Donc P0 il vaut 1 tout le temps. Donc f de P0 ça fait x plus x de moins 4. 1 fois x plus 1 fois x de moins 4. Si on met dans l'ordre, ça fait x2 plus x moins 4. Et d'un autre côté, tous les autres, du coup, c'est des x puissance k. En 1, du coup, ça fait 1. En 0, ça fait 0. Donc tous les autres, leur image, en fait, c'est... Alors, attends, c'est dans quel ordre? Leur image, c'est... c'est juste x. Donc ce qu'on obtient, il y a lui qui est égal à x2 plus x moins 4 et tous les autres qui sont égaux à x. On obtient que imf est engendré par x2 plus x moins 4 et x. Et à nouveau, c'est une famille libre, parce que c'est deux polynômes qui ne sont pas proportionnels. On va pouvoir multiplier x par une constante et obtenir x2 plus x moins 4. Donc c'est une base de imf, et à nouveau, on obtient que la dimension de l'image de f, c'est 2. Donc voilà, à nouveau, j'essaye toujours de vous montrer plusieurs façons de répondre à la question. Après, là, je pense que le gagnant, c'est clairement le théorème du rang. De toute façon, il faut qu'on calcule la dimension du noyau pour répondre au début de la question. Et une fois qu'on a la dimension du noyau, le théorème du rang nous donne gratuitement la dimension de l'image, donc pourquoi s'en priver? Après, ça nous permet d'étudier un peu plus en détail l'image de f. Voilà, j'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.